Vendredi 20 septembre, place à Des souris et des hommes avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Aujourd'hui avec vous encore un drôle de mot, on parle des MOOC. Est-ce que ce sont des cours accessibles à tous? Ça va être la question de cette chronique aujourd'hui. Bah oui, c'est un nouveau type d'enseignement à distance qui remplace le plus connu e-learning. Donc le MOOC, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement ça veut dire Massive Online Open Courses, donc Bien des sûr. cours massivement ouverts et à distance, donc sur Internet, qui permettent de suivre donc des cours à des centaines de milliers, par exemple 150 000. Ben aujourd'hui, c'est possible. Effectivement grâce à Internet et ça se passe comme toujours aux États-Unis, à l'initiative de grandes universités comme Stanford ou Harvard. Alors donc, ça a commencé à peu près en 2008. C'est la suite en fait de l'Open Courseware du fameux MIT dont je parle souvent ici. Et donc ça regroupe en fait un ensemble de contenus vidéo, de quiz qui permettent de suivre des cours en ligne. Alors, il est important de distinguer deux types de MOOC. Ceux qui sont quelque part un petit peu du e-learning un peu plus ouvert et qui concernent plus de monde. Donc, on appelle ça les MOOC transmissifs ou alors XMOOC. Et puis, ce qu'on appelle les MOOC connectivistes, alors en fait qui sont constitués de façon collaborative. Ça veut dire que c'est les apprenants eux-mêmes qui de façon collaborative construisent les cours avec différents outils. Donc concrètement, ben voilà, l'enseignant il produit son cours. Alors finalement, ça donne quoi? Ce qu'on appelle, ce qui est assez connu, qui s'appelle les screencasts, c'est-à-dire que sur son ordinateur, on déroule par exemple un diaporama, une présentation PowerPoint, c'est assez connu, et puis on fait une petite incrustation vidéo de l'enseignant qui commande son cours et qui peut avoir une petite tablette graphique et qui va entourer un mot, montrer quelque chose, et tout ça est enregistré, mis en ligne, et donc les enseignants peuvent suivre le cours, revoir le cours, réviser, donc c'est pratique un petit peu quand ils veulent et d'où ils veulent. Voilà, et puis on place généralement des quiz ou des QCM au milieu pour réveiller un petit peu les étudiants, parce que tout ça se passe en ligne. Il peut y avoir 100 000 personnes qui suivent le même cours, alors il faut un petit peu les stimuler. Et puis on met une sorte d'évaluation généralement à la fin. Alors, quelle formation on peut suivre concrètement avec ces MOOC et qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, on peut à peu près tout suivre, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a que quelques universités, enfin de plus en plus même, qui mettent qui mettent en ligne leurs cours. Donc, on a commencé par l'informatique, souvent les maths, la chimie, puis ça s'étend. Mais je crois que vraiment le plus, c'est qu'en fait, enfin en tout cas, moi je vais le prendre pour les différentes parties prenantes. On va d'abord peut-être penser aux élèves. Pour les élèves, ça donne beaucoup plus de souplesse, comme je le disais. On peut voir et revoir ses cours, réviser. Et puis c'est aussi de nouvelles interactions avec des élèves du monde entier, des communautés d'apprentissage qui se mettent en place. Pour les enseignants, eh bien c'est une nouvelle manière d'explorer des nouvelles façons, enfin des nouvelles pédagogies, voilà, où ils vont être dans un rôle différent, où on va utiliser beaucoup plus cette notion de classe inversée, où on donne de l'autonomie aux élèves, où on peut effectivement être vu et revu par des milliers, voire des centaines de milliers d'étudiants. Donc c'est assez valorisant aussi pour les enseignants. Et puis pour les universités, c'est une manière, j'allais dire, de valoriser aussi à l'international l'université, de se faire connaître. Alors bon, les premières qui ont été lancées sont déjà connues, mais par exemple l'université de Lille qui lance des MOOC, on est dans une compétition mondiale et pouvoir mettre en ligne ses cours, c'est valorisant. Et enfin, j'oublie pas les entreprises pour qui c'est un moyen de repérer les futurs talents, parce que aujourd'hui, par exemple, Google recrute ses informaticiens j'allais dire, grâce à Coursera ou edX, qui sont des grandes plateformes de MOOC, en disant, bah voilà, moi les 10 meilleurs, vous me les réservez, vous m'envoyez leur CV parce que ça m'intéresse. Et donc, Google est prêt à payer pour ça. Si c'est gratuit, si c'est ouvert à tous, comment ça fonctionne économiquement? Quel est le modèle? Alors ça, c'est une vraie question qui n'est pas vraiment résolue. Parce que d'abord, un MOOC, ça coûte relativement cher, on va dire au minimum 50 000 euros pour que ça soit bien fait. Car d'abord, il faut produire les cours, comme je disais, avec des petits screencasts, etc. Mais il faut les mettre sur une plateforme qui va gérer un ensemble de cours, parfois des milliers de cours, avec des milliers de connexions. On va donner un support technique. Et ça supporte mal la médiocrité. D'abord parce que ça va être vu par beaucoup de monde, parce qu'on est à distance. Donc ça coûte cher.
Mais en même temps, c'est un véritable enjeu de démocratisation du savoir, notamment aux États-Unis. On sait que les études coûtent très cher, et donc c'est vrai qu'il y a un investissement, mais ensuite on peut donc toucher des milliers d'étudiants qui ne pouvaient pas suivre des cours. Donc on peut imaginer d'abord d'autres sources de revenus. Je l'ai dit, par exemple, les entreprises qui vont payer pour avoir les meilleurs profils, mais on peut aussi utiliser cette plateforme pour les entreprises qui ont besoin de se former. Donc on peut commercialiser la plateforme, on peut rendre des services premium, par exemple pour les étudiants, ou alors même vendre la certification, ce qui se fait déjà, c'est-à-dire que les cours sont gratuits, mais on fait payer, par exemple, le diplôme. Donc il y a un diplôme, comment ça se passe? C'est certifié, il y a un concours, un diplôme, c'est reconnu? Oui, alors il y a d'abord ce qu'on appelle un certificat de complétion qui certifie qu'on a déjà suivi le cours. Mais alors ce qui est assez original, c'est qu'il y a une certification par les pairs, enfin une évaluation par les pairs. C'est-à-dire que le logiciel envoie aux étudiants les devoirs d'autres étudiants avec une grille d'évaluation et on s'évalue entre pairs et ça lance une dynamique aussi de communauté d'apprentissage. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est vrai que les plateformes de MOOC se posent aujourd'hui la question de mettre en place de véritables centres d'examen quand même pour donner une légitimité forte à la certification. Alors, un système innovant, vous l'avez dit, mais il doit y avoir des limites. Déjà, c'est sélectif, évidemment, parce qu'aujourd'hui, les plateformes de MOOC ne prennent pas tous les cours, elles prennent les meilleurs. Comme je disais tout à l'heure, ça ne supporte pas la médiocrité, donc il y a une sélection, mais j'allais dire ça, c'est un peu la vie. Ce que je trouve, évidemment, aussi une limite, c'est cette question de la certification, même si l'évaluation entre pairs est intéressante, elle pose quand même certaines questions. Par contre, je crois que c'est les MOOC où, en fait, révèlent une véritable transformation du savoir. C'est-à-dire qu'à travers le MOOC et au-delà du e-learning, on voit bien qu'il y a de nouvelles pratiques qui se mettent en place, comme le développement des compétences transversales, dont on parle beaucoup, comme les classes inversées, comme l'interaction, comme le travail collaboratif, et qui favorise l'autonomie des apprenants, s'adapte évidemment à l'économie du savoir. Et je crois que c'est vraiment cet ensemble de transformations qui fait la valeur des MOOC aujourd'hui. Merci Jean Pouly. Les MOOC, cette chronique consacrée aux MOOC est à réécouter sur notre site internet rcf.fr. À la semaine prochaine.